Et on va passer à Jujutsu Kaisen. Alors Jujutsu Kaisen, on a bien compris que du coup ça devenait difficile parce que c'est compliqué là en ce moment, ce qui se passe dans l'histoire, ça devient beaucoup plus hard. Mais en tout cas, les premiers volumes, puisque du coup nous en tant que public français on en est qu'au tome 7. Mhm. Toi, évidemment, tu es bien plus loin, puisque tu as de l'avance Eh par oui. rapport à la publication, hein, chose que peut-être les gens n'ont pas en tête. Mais tu es comme les éditeurs, hein. Les éditeurs sont en train de préparer ce qui sort dans un an, presque, hein, déjà. Eh ouais, Euh, ouais. Et surtout qu'on a de l'avance sur Jujutsu, hein. On aime bien le préparer bien en amont parce que c'est un gros titre. Exactement. Et alors, Jujutsu Kaisen, c'est la découverte de l'année 2020 pour moi et je pense pour beaucoup d'autres, puisque c'est sorti en février 2020. Souvenez-vous, juste avant la pandémie. Incroyable! Mais oui, mais oui, mais oui. Il est passé entre Le les monde mailles d'avant. du filet. Exactement, c'est le monde d'avant, dans cette période faste qu'il est sorti. Moi, je me rappelle en tout cas avoir eu un énorme coup de cœur sur ce shonen où, même si j'avais du mal avec le dessin, parce que c'est trop crayonné pour moi, tu vois, ça fait trop sketch dans le sens où moi j'ai Très vraiment jeté comme style, ouais. ouais, moi j'aime beaucoup les dessins qui sont vraiment beaucoup plus finis avec vraiment un ancrage partout, tu vois, limite, des pleins et des déliés, tu vois, allons-y pleinement. Donc ça c'est vraiment ma cam. Là du coup, malgré ce détail que j'avais du mal à apprécier, je suis quand même vraiment rentrée dans l'histoire, malgré peut-être parfois un peu la difficulté. L'univers est dense, il y a vraiment, comme tu disais d'ailleurs, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'attaques, il y a beaucoup de pouvoirs, il y a enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à tout de suite saisir et prendre en main. Oui. Et c'est souvent le cas des shonen. C'est rare que tu rentres pas dans un lore incroyable. Tu te dis, bon, alors attends, les règles de ce monde-là, donc c'est quoi? Donc il y a les fléaux, il y a les exorcistes, et tu essayes de remettre tout à sa place. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé, en fait, un peu tout l'ensemble. On retrouve des codes, je pense que ça a joué aussi, on retrouve des codes d'anciens mangas. Enfin, le fait d'avoir 3 jeunes et un mentor, j'étais à Naruto. Naruto. Mais c'était pas négatif pour moi, tu vois, c'était pas un point négatif. Je me disais juste, ah, I notice vibe, ça me plaît. J'ai retrouvé un peu des relents un peu de Bleach, enfin de choses que j'ai pu lire, en tout cas, que j'ai pu ressentir dans d'autres titres. Je les ai ressentis avec Jujutsu, mais je trouvais que c'était assez maîtrisé. On partait pas sur de l'inspiration basique et posée à plat comme ça. Je trouvais qu'il maîtrisait quand même son univers et que les bases, même si c'était parfois un peu brouillon par moment, c'était quand même intéressant et qu'il y avait vraiment un truc derrière et qu'on allait arriver à des trucs assez fous. L'histoire de Jujutsu Kaisen, c'est l'histoire de Yuji Tadori, qui, alors pour le coup, est un héros de shonen vraiment différent, parce qu'on a souvent... moi, l'image du héros de shonen que j'ai, j'en parlais avec justement Thunder en off, c'est le héros de shonen qui hurle, qui en a dans les tripes, qui pleure, qui a la larme. Et en fait, là, Yuji, c'est pas le cas. On est face à un héros de shonen qui va être peut-être pas forcément plus réfléchi, mais qui va être moins victime de ses émotions. Il va être dans un espèce de contrôle, je sais pas. Il est plus désinvolte. Hein. Il est désinvolte. Et alors par contre, il a quand même les bases d'un bon héros de Neketsu, hein, si on reprend ce terme-là. Il a son parent, son seul et unique parent qui lui reste rattaché à lui, tu vois, qui décède dès l'épisode 1, dès le premier chapitre du coup. Voilà, il devient donc orphelin, sa situation devient donc problématique et c'est pour ça qu'il va après du coup se faire recueillir par la team des exorcistes, même si c'est pas aussi évident que ça. Mais du coup, il y a ce héros qui en plus a une capacité physique hors norme. On ne sait pas pourquoi. Alors, là, il y a clairement un mystère. Il y a un mystère à résoudre à un moment donné. Genre, le gamin, enfin, limite, il peut déplacer un camion, tu vois. Limite. Force de la nature. C'est force de la nature. Enfin, il a pas peur. Enfin, le danger, il est là. Il a peut-être un peu des frissons, mais il a pas genre peur, genre oh là là, non, moi je me barricade, je me casse. Non, non, pas du tout. Il voit des gens en danger. Il a l'instinct. Pac. Il arrive et il défonce des monstres. Les monstres dans cette histoire s'appellent des fléaux. Et en fait, ce sont des créatures qui prennent vie en fait avec les émotions négatives des humains. Donc, on les retrouve principalement, par exemple, dans les lycées, les hôpitaux. Pourquoi pas les centres d'incarcération aussi, hein, là où on n'est pas très content de vivre.
Il y a des humains pas contents, voilà. Les gens qui se plaignent. La France, peut-être. Sur Twitter. Les fléaux partout sur Twitter. Et donc, les fléaux sont des créatures très dangereuses selon leur niveau de puissance, bien évidemment. Et en fait, il se trouve qu'il y a un fléau qui va être attiré dans le lycée où est Yuji parce que figurez-vous qu'il y a une relique extrêmement importante cachée dans le coin. On ne sait pas pourquoi il y avait cet objet-là, mais il y avait un doigt d'un fléau classé, je sais plus, S. C'est ça ? Ouais, classe S. Classe S, donc le truc top level, tu vois, tu peux pas l'atteindre, qui traînait là. Voilà, il y avait un doigt de ce fléau qui a été scellé et divisé en plusieurs morceaux. Les doigts sont éparpillés un peu partout. Et il y avait un doigt là, il y avait un doigt à cet endroit-là. Et du coup, il y a forcément un petit exorciste qui passait par là parce que c'était son job d'aller récupérer ce petit doigt quand il découvre qu'il n'y a plus le doigt. Et que du coup, il se dit... ok, là je suis dans la merde. Et en fait, le destin va faire qu'il va se retrouver face à Yuji, que Yuji va lui expliquer non mais en fait le doigt, et tu comprends pas, il est au lycée et il est avec mes camarades du club d'exorcisme. Ou attends, non, c'est quoi, de club de phénomènes paranormaux, ouais, de spiritisme. Bref. On s'en fout, on les revoit jamais, c'est pas grave. J'avoue qu'au début, moi je m'étais attachée à eux au début, j'étais là, oh ils sont sympathiques, ah on les voit jamais, ok. C'était un coup d'une fois, très bien. Et du coup c'est là qu'on va découvrir un peu l'univers, qu'on va du coup également découvrir quels sont tous ces personnages dans ce background, puisque en fait nous on connaît le monde normal. Et puis grâce donc à Megumi qui est donc le jeune exorciste et à tous les autres persos qui débarquent, on découvre en fait d'accord dans cette réalité en tout cas il y a des exorcistes, il y a Gojo Satoru qui débarque qui est littéralement le Kakashi de cette version de l'histoire, puisqu'en plus vraiment au-delà de il va être un mentor de 3 élèves, je veux dire le mec il a les yeux bandés, c'est un peu abusé, puis au niveau de la coiffure aussi, j'étais là, oh attendez, il y a trop de détails, ça me percute. Après, il a dit, je crois, en interview, Kyun avait fait traduire une interview, je sais pas si c'est par toi d'ailleurs, Fédois, mais il disait que dans ses influences, clairement, il y a il rejette pas du tout le fait qu'il a grandi avec Naruto et que ça l'a inspiré, hein, donc pas... Mais on est clairement sur du détail, hein. Il n'y a pas du tout... moi, je me dis pas du tout qu'il y a une copie ou un calque ou rien. C'est vraiment du détail. Et du détail. Il y a quand même une équipe de 3 héros avec un mentor avec des cheveux en bataille. Mais c'est un aspect, puisque du coup, toute l'histoire, elle est complètement différente. Pour le coup, toute l'histoire, après, tout est différent. Mais tu vois quand même le rapprochement, le truc indéniable. C'est comme quand Naruto est sorti avec sa tenue orange. Tu faisais forcément un peu le rapprochement avec Goku d'une manière ou d'une autre, tu vois, tu peux pas, c'est pas indéniable. Je l'avais jamais fait. C'est pas vrai. Ah putain, mais jamais. Ah non, j'ai jamais fait le lien. Ah putain, zéro. Voilà. Ah, ébravo, merci. Écoutez, quand je vous dis que j'en apprends tous les jours. Tu remercieras les couleurs. Tu remercieras les couleurs et les cônes et les bâtonnets dans mes yeux qui ont permis ce miracle d'alchimie humaine. Nobara, un des meilleurs persos féminins de shonen qui existe aussi, donc qui est la 3e camarade du groupe, hein, puisque du coup il y aura Yuji, il y aura Megumi, donc le jeune exorciste du début, et Nobara qui est celle qu'on voit en couverture du 3e tome. Et là c'est unanime, le monde entier la kiffe, le monde entier demande des personnages féminins de shonen comme ça. On ne comprend pas d'ailleurs pourquoi finalement il n'y en a pas plus, puisque l'intégralité des gens en réclament des personnages comme ça, vraiment, et qui se débrouille hyper bien à la bagarre, qui est super intelligent, qui a une maîtrise, qui se laisse pas affaiblir par des trucs qui servent à rien. Elle est pas forcément super intelligente non plus, c'est juste une fille normale. Mais je la trouve assez maline. Elle est maline. Plutôt maline quand même par rapport à d'autres persos. Moi, je préfère Maki. Tu préfères, pardon? Maki. Ah, c'est laquelle? C'est la brune. C'est la lunette. Avec une lance qui n'a pas celle qui a le destin. Ok. Je préfère vous la aussi ce personnage-là. Je l'ai pas encore assez vu pour la préférer. Je trouve. Personnellement. Mais en tout cas, on est embarqué très rapidement dans cette histoire d'exorcisme et donc d'école d'exorciste, et c'est un point très très important puisque du coup notre jeune Yuji intègre cet univers-là, et à travers ses yeux, on découvre les lois qui les régissent, on découvre la hiérarchie au sein de cette organisation finalement, et on va découvrir également les autres élèves de l'école d'exorcisme, on va découvrir ceux des autres écoles, on découvre qu'il y a d'autres écoles, on découvre que c'est immense, hein, que c'est incroyable, en fait c'est mondial, on part d'un point, c'est le lycée, et puis pouf, ça prend une ampleur. Je trouvais ça vraiment très très cool, j'ai beaucoup aimé, et surtout on découvre également du coup les fléaux, parce qu'au début, quand tu vois juste les fléaux, tu te dis ok, c'est juste des espèces d'équivalents de démons, mais en fait
pas du tout. C'est en fait beaucoup plus complexe que ça. Et c'est peut-être à ce niveau-là que ça devient dur parce qu'en fait, je trouve que ça se mélange beaucoup. Je sais pas trop comment dire. J'ai l'impression qu'on nous établit une certaine vérité. Et en fait, cette vérité, elle s'agrandit. Il y a de plus en plus d'infos qui viennent s'ajouter. Et du coup, en fait, cette vérité change de forme. Et du coup, je me dis, attends, j'avais pas tout à fait saisi ça. Donc ça veut dire que maintenant qu'on sait ça, donc il faut vraiment bien lire. Ne lisez pas Jujutsu Kaisen en étant à moitié endormi. Mauvais plan. Moi, j'ai besoin d'être concentrée quand je dis Jujutsu Kaisen. Alors, vous imaginez pour le traduire? Très clairement. Non, il est très très dense. Il est vraiment très très dense. Après, du coup, justement, il y a l'animé en ce moment. Et je trouve que finalement, l'animé, il passe crème parce que comment dire, il met en image d'une manière assez fluide. Finalement, plein de passages qui, des fois, peuvent être un peu plus rudes, je trouve. Et que tu te dis, oh là là, c'est complexe. Et en fait, en animé, dès que c'est en action, pac, c'est plus simple. Donc là, vous voyez sur ce petit trailer. Ah oui, mais j'ai pas du tout parlé de Sukuna. J'ai zéro parlé de Sukuna. Genre l'un des persos les plus importants. Yuji, le doigt dont je vous parlais, la relique classée S, il va bouffer ce doigt. C'est très malin. Mais ça fait aussi penser à My Hero Academia. Moi, j'étais là, mais oui, bien sûr, quand il mange le cheveu. Mais bien sûr, il y a toujours des parties du corps d'autres gens qu'on mange, je ne sais pas. Et du coup, effectivement, il y a le doigt qui mange. Et en fait, Yuji n'est plus que Yuji. En fait, il est également Sukuna, donc l'antagoniste, a priori, le plus apprécié de la licence. Ça va être également là aussi tout un micmac, puisque qui prend l'ascendant sur l'autre, quand, comment, pourquoi, de quelle façon, et c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant parce que Sukuna, j'avoue que je trouve que c'est un personnage hyper charismatique. Il me plaît beaucoup. Il me plaît beaucoup alors que il est détestable finalement, mais il a ce petit quelque chose qui parfois le rendrait presque un peu humain, mais je pense que c'est juste une petite illusion. Enfin, on verra avec le temps, mais effectivement, vous vous en doutez, plus Yuji sera amené à ingurgiter de doigts de Sukuna, puisqu'apparemment il a un kiff là-dessus, et plus il risque de perdre le contrôle sur Sukuna. Donc, en tout cas, là où j'en suis, on s'en fout un peu de Sukuna, j'ai envie de vous dire. Là où j'en suis dans l'histoire, on se concentre sur d'autres choses. Il y a pire pour le moment. Mais en tout cas, de mon point de vue, ça reste encore extrêmement passionnant. Les bouquins, je les dévore. Mais j'aime bien, comme vous le savez, parce que j'en parle beaucoup en émission, j'aime bien les lire 2 par 2 ou 3 par 3. Donc en général, j'essaye d'avoir des petits packs à lire. Donc là, j'ai récupéré le 7, mais je pense que le 7, je vais le lire quand même. Parce que j'ai commencé à le feuilleter tout à l'heure. Et en fait, je passe ma vie à commencer des chapitres. Et après, je les mets en pause avec un marque-page. Et genre, j'ai plein de séries en cours. Et j'essaie de trouver le temps de me remettre dessus. On est d'accord, Thunder, Fumble, vous aussi, Jujutsu, clairement. Je sais que Thunder, tu avais certains points intéressants que tu avais relevés. Disons que j'émets des réserves sur ce titre. Moi, je suis un gros fan du Shonen Jump. Là, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui débattent dans le chat déjà sur le fait que, par exemple, il écrit des personnages féminins moins clichés que dans Naruto ou ce genre de choses. Je dirais pas ça. C'est pas parce qu'une fille est moins nunuche et plus badass qu'elle n'en est pas un cliché pour autant. Je trouve pas que les personnages changent beaucoup de ce que le Jump proposait. Mais mon problème avec Jujutsu, je trouve que c'est une bonne série. Mais je trouve que c'est une série qui n'arrive pas à décoller. Déjà, en termes d'histoire, on est à 7 volumes. Je trouve que ça n'a toujours pas commencé. Je n'ai pas l'impression de comprendre où est-ce qu'on va, même si je sais le but du héros. Mais Fedwa, elle sait peut-être. Peut-être Fedwa, c'est un peu plus. Mais je t'avais dit, Caroline, en off, que tu prends My Hero Academia ou Naruto ou d'autres shonen de ce genre-là, au bout de 6 volumes, l'histoire avait commencé, tu sentais où était l'impulsion. Là, j'ai pas l'impression que ça commence, j'ai toujours l'impression qu'on stagne un petit peu. Je suis un peu perdu sur ça. Et surtout, je trouve que c'est un titre qui manque un peu d'empathie. Je n'arrive pas à ressentir vraiment d'émotion pour le héros et sa quête, ni pour ses camarades. Il en a pas vraiment, en fait, puisque son but, c'est de... Ouais, enfin, sa quête, c'est quand même de retrouver les doigts et donc de devenir vite un exorciste fort et balèze. Mais même ça, je le sens pas. Et celui pour lequel j'ai le plus d'attache, à la limite, c'est Megumi, quoi. À la limite, c'est vraiment celui-là. Ah ouais, Megumi.
Bah, parce que c'est lui qui a l'air d'être Ouais. le plus impliqué dans ce qu'il fait et qui est un peu moins clicheton que ce qu'on pourrait croire. On aurait pu se dire que c'était un Sasuke, pas trop justement. Il est bien plus malin et posé. Et il a des doutes. C'est un personnage un peu plus travaillé, mais J'ai je trouvé un sais pas. perso qui me faisait penser à Sasuke justement dans Ah. Jujutsu. Dans le tome, je crois que c'est dans le tome 5 ou 6, je sais plus. Tu sais, le mec justement contre qui Megumi se bat. Ouais, il y en a plein. Attends, on en est où? Quoi, de C'est l'autre Kamo école, de l'école. C'est dans le Je tournoi, c'est pendant le tournoi. Ah, Et en fait, Celui il y a. Ah, j'ai oublié, mais en fait, c'est dans la même famille que Maki, je crois. C'est un mec de la même famille que Maki. C'est Narutoshi Kamo, Je me souviens plus de son nom. celui qui manipule le sang. Oui, c'est ça. Il manipule le sang. Et du coup, je trouvais qu'il avait une vibe un petit peu à la Sasuke. Mais voilà, mais c'était un avis D'accord. très perso. donc voilà, je trouve juste que c'est un manga qui est potentiellement prometteur, mais qui n'arrive pas encore à dépasser les promesses de base. Et je ne peux m'empêcher de me dire en plus qu'il y a une hype qui est montée grâce à l'animé et tout ça, mais que le Japon et le Jump forcent beaucoup sur cette série parce qu'ils ont perdu beaucoup de leurs licences fortes l'année dernière parce qu'elles se sont terminées. Et qu'il y a 2 titres qui étaient promus à devenir des futurs gros hits qui sont Jujutsu et Actage. Actage a eu le destin qu'on lui connaît, donc tout repose sur les épaules de Jujutsu dans les mangas de cette Il a génération. sorti le mot. Il l'a sorti. Bah, ça ne sert à rien. Non, mais Oui. faut pas non plus Oui. blacklister ce titre. Non, je le blacklistais pas. Mais du non, coup, bien sûr, mais... c'est comment dire, je me dis que quelque part pour Fedwa, ça doit être un deuil encore à gérer. Parce que quand tu t'as. Enfin, en plus, toi, t'as dû avancer sur les volumes, mais. Traduit jusqu'au 5. Putain, t'imagines, nous on a lu que jusqu'au 2 et toi t'as traduit jusqu'au 5 et tu sais qu'il y aura jamais moyen d'aller au bout quoi donc. Ouais. Mais bon, en tout cas, mon propos était pas exactement sur ça, mais c'est plus de dire que je sens que le Japon et la Shueisha forcent beaucoup sur ce titre pour en faire vite une grosse valeur sûre. Et je trouve que le titre est encore trop fragile, et surtout en France, dans ce qu'il propose en termes d'univers. C'est sympathique, mais comme tu le dis depuis tout à l'heure, on y retrouve un peu de Naruto, de My Hero, et de Bleach, et de Hunter x Hunter. Et j'ai pas de problème avec le fait que des auteurs soient influencés d'autres auteurs et qu'ils s'en inspirent ouvertement. Je le disais pour Naruto, où pour moi la tenue orange est clairement un clin d'œil de filiation de personnages. Mais à contrario, les gens me disent Kishimoto c'est cliché, mais Kishimoto, en fait, il savait peut-être pas gérer assez bien les personnages féminins, mais il savait gérer les émotions des personnages. Naruto, on voyait très vite quel type de personnage c'était, vers quoi il allait. Alors oui, sa quête était peut-être plus cliché que celle du héros de Jujutsu, mais Jujutsu, j'ai l'impression, je n'arrive pas à comprendre le rythme. Voilà, c'est vraiment ça. Je me dis, ok, on part sur peut-être un ballet. Alors non, en fait, il danse de la polka. Alors en fait, non, il est en train de danser un petit solo. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'on est encore dans une intro. Hein. Enfin, là où on en est dans le manga, en tout cas, pour moi, on en est encore à l'intro de l'histoire. Enfin, ça me semble évident puisque le tournoi, parce qu'on en parlait à l'instant, le tournoi, pour moi, c'est encore avant l'histoire. Enfin, pour moi, l'histoire commence après, quoi. Prends la manière, par exemple, prenons le tournoi et je reprends Naruto, mais prends le tournoi dans Naruto, il arrive au volume pareil, 6 à peu près, de mémoire 5-6. La manière dont les nouveaux personnages, les antagonistes sont introduits, dans Jujutsu et dans Naruto, c'est pas la même chose, et je trouve que l'impact dramatique sur ces personnages est pas le même, en fait. Et même, je trouve, il y a des émotions qui marchent pas. On va pas rentrer dans les détails du récit, mais il y a des personnages, il y a un garçon un peu solitaire dans le tome 3 et 4 qui apparaît dans Jujutsu. Tout son arc, je comprends ce qu'on veut me faire ressentir, mais je trouve que ça marche pas. Il y a quelque chose d'un peu artificiel pour le moment. Et je trouve qu'il faut laisser peut-être le temps au jus de ce récit de se développer, mais pour l'instant, il y a quelque chose d'un peu... je sais pas, mais c'est vraiment que mon avis personnel, hein. Je remets pas en cause la qualité intrinsèque du titre, et si les gens aiment ce titre, mais tant mieux. Mais vraiment, on a complètement le droit d'aimer ce qu'on aime. Par rapport aux émotions, il y avait un point sur lequel je te rejoignais, c'était il y a un personnage en fait qu'on découvre, je sais plus dans quel tome, peut-être 3 ou 4, et en fait, on s'y attend pas, mais après, il est plus dans l'histoire. Ah oui. Et là, en fait, la manière dont il quitte l'histoire, finalement, est très perturbante. Parce que quand on est habitué justement à lire énormément de mangas de tout genre, hein, et entre autres du shonen, dans le shonen, des fois, il y a des situations... quand il y a un drame qui se produit, tu sens qu'il y a un drame qui se produit et tu le ressens dans le dessin, dans la narration. Il y a plein d'éléments qui peuvent te permettre de ressentir le drame de la situation. Et en fait, quand ce personnage disparaît,
j'avoue que ça va tellement vite que j'ai l'impression qu'en fait c'était une erreur de dessin. Ah oui, en fait on a cru qu'il était mort mais pas du tout, parce qu'en fait c'est pas possible, il ne peut pas mourir. On n'a pas ressenti le côté dramatique. Puis en fait tout va tellement vite, je me dis mais attends, pourquoi il revient pas? Enfin moi je me suis vraiment dit ça, je me suis dit attends, normalement il va réapparaître du coup, puisqu'on n'a pas eu, je sais pas, des larmes, des cris, un truc. S'il vous plaît, donnez-moi de l'émotion. Et ça j'avoue, ce détail m'a perturbée. Après j'ai continué parce que tout le reste, mais ouais, c'était un point un peu, je sais pas. Toi d'ailleurs, en tant que traductrice, quand tu as traduit le truc, est-ce que tu as ressenti un truc similaire, Fédois, ou tu avais tout de suite compris dès la première intention de l'artiste que ah oui, d'accord. Bah, sans vouloir spoiler, étant donné ce qui arrive au personnage, visuellement, je me suis dit il est mal barré, c'est sûr. Mais je vous rejoins tous les deux sur le côté des émotions, où on a du mal à ressentir les émotions des personnages. Donc c'est un point qu'on ressent tous. C'est un manga qui flirte avec le seinen, et là c'est vraiment typiquement un arc un peu seinen, sauf que la narration fait en sorte que on peut pas voir les émotions après, parce que c'est un moment où le principal intéressé par ces émotions n'est pas disponible. Il est un petit peu out lui aussi. Donc le temps qu'il revienne, là l'auteur va développer un petit peu ses émotions, mais ça fait bizarre, parce que c'est pas dans l'instant, c'est même pas juste après, c'est plus tard où il apprend que bah voilà ce qui s'est passé, mais c'est trop tard, les émotions elles fonctionnent plus pareil en fait. Mais c'est peut-être pour ça que tu l'as ressenti comme ça. Il y en a quand même des émotions, mais ça passe vite. Ouais. En plus, c'est le moment où il faut enchaîner sur l'arc du tournoi. Donc, il y a beaucoup de choses. Il revient avec les autres membres de l'équipe. Tout d'un coup, il faut enchaîner sur le tournoi parce qu'il y a l'autre équipe de l'autre ville qui est là. En fait, il n'y a pas eu le temps pour les émotions. Peut-être qu'il va le montrer plus tard. Je pense que tu marques un point. Effectivement, je trouve que le manga va très vite et que j'ai pas le temps de comprendre. Et je disais, je l'avais déjà dit ici, je crois, mais par exemple, j'ai d'autres problèmes sur la narration de My Hero Academia. Mais je trouve en revanche que tu comprends parfaitement les émotions de tous les protagonistes et même des personnages tertiaires du récit, en fait. Là, je trouve que quasiment aucun personnage, je n'ai une vraie empathie pour lui, même le pseudo Kakashi, Gojo, je crois, de mémoire. Il y a plus d'empathie pour les méchants, en fait. Un peu plus, un petit peu plus, parce qu'au moins les méchants, ils sont clairs et nets, en fait. Ils sont très clairs dans ce qui est leur intention. Et du coup, tu vas un peu mieux dans ce truc-là. Mais ça me fait pas plaisir, mais en tout cas, ça me rassure, Fédois, en me disant que quand tu traduis, toi aussi, tu ressens qu'il y a quand même une espèce d'hermétisation aux émotions de certains personnages quand tu essaies de traduire, quoi. Je suis à peu près à 100% en phase avec tout ce que tu as dit sur la série. Ah bah, bon, ça me fait plaisir, mais bon. Mais à voir justement du coup plus tard comment ça évolue. Est-ce que l'auteur va évoluer également lui aussi dans sa narration? C'est une possibilité. Pour vous donner mon ressenti, qui est juste mon ressenti, pas en tant que traductrice, mais en tant que quelqu'un qui est vraiment très plongé dans le récit, contrairement à Nakaba Suzuki dont on vient de parler, qui avait établi son histoire du début à la fin, et ça se voyait, tout a été réfléchi. J'ai vraiment l'impression que Gege Akutami fait son histoire un petit peu au gré du vent, ce qui donne cette impression dont tu parlais, Caroline, de « ah ben on apprend ci, et puis on apprend ça, et puis ça remet ça en question, et on ne sait plus trop sur quel pied danser. » Et au final, il y a vraiment une atmosphère floue, mais floue. Et je me demande, est-ce que c'est vraiment maîtrisé, ou est-ce que c'est que l'auteur navigue à vue? C'est ma question aussi. Je me pose la question de... C'est un jeune auteur, c'est sa première série. Donc c'est normal aussi, bien sûr. Mes reproches, encore une fois, ne sont pas des reproches en disant c'est nul, parce que je trouve le titre très, très bon et qualitatif. Je trouve juste qu'il manque de quelque chose dont tu mets le doigt, effectivement. C'est un peu flou et on avance un peu à l'aveugle dans le récit. Je ne sens pas de coordination dans le récit. Je ne sens pas de fil qui tient l'œuvre. Voilà, vous avez mis des mots sur ce que j'essayais de décrire tout à l'heure, c'est cool, merci. Mais en gros j'avoue que ce point-là, si j'en ai parlé, c'est que je le ressens aussi. Mais
peut-être que je suis bon public, mais j'avoue que ça m'empêche pas du coup de continuer à avoir envie de suivre les aventures de chacun des persos, et ça m'a pas poussé à me dire non mais là j'arrête. Tu vois, moi ça m'a pas poussé à me sortir de malgré tout du récit et de l'univers, parce que au final il y a plein de choses qui m'intéressent dans cet univers, et j'ai envie d'avoir une finalité. Je garde espoir qu'un jour on revoit le perso dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, je vous jure. Ouais. J'ai un espoir. Arrêtez de briser mes espoirs. Non, il y a une question pour Fédois sur le chat qui demande, qui par exemple sur ce genre de série, est-ce que tu as besoin d'aller voir plusieurs tomes en avance pour travailler sur le tome en cours? Oui. Donc encore une fois, j'ai cette impression de flou dans l'histoire, et donc j'ai énormément de difficultés parce que moi je vais devoir faire des choix, que ce soit au niveau du lexique, que ce soit au niveau des phrases qui sont volontairement vagues en japonais, et on ne peut pas les laisser aussi vagues en français, c'est pas possible. Donc il faut que je fasse des choix, que je tranche. Donc j'essaie de me renseigner le plus possible en amont sur ce qui va se passer, sur qu'est-ce qui fait référence à quoi, mais ça part tellement dans tous les sens que c'est extrêmement difficile. C'est vraiment très très compliqué de remettre tout le puzzle. Voilà, j'ai l'impression d'être en face d'un puzzle de 100 000 pièces, et je galère à mettre les petits bouts comme ça. Et c'est toi, Fédois, qui a la responsabilité effectivement de le réassembler et de nous le transmettre. Et les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est un rôle tellement important. Mais en fait, c'est un point qui justement me sidère depuis que j'ai fait mes études de japonais. Et je n'en reviens toujours pas aujourd'hui de me dire que en fait on ne prend pas plus en compte finalement tout ce qu'un traducteur peut apporter à une œuvre, parce qu'en fait le choix du traducteur va tellement être décisif. Comment dire, une comparaison vraiment peut-être un peu tirée par les cheveux, mais je me souviens qu'il y a attends, No Life, c'était quand? Quand j'étais à No Life, il y a eu une hype autour de Game of Thrones et tout le monde s'était mis à lire Game of Thrones, tu vois. Et en fait, je me souviens très bien qu'il y avait eu une espèce de clash, puisque l'adaptation en français avait été faite par une personne qui écrivait comme si on était au XVIIe siècle. Le truc était illisible, et du coup, je n'arrivais pas à le lire en français, en fait. Du coup, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais lis-le en anglais. En anglais, c'est pas traduit. Enfin, c'est le truc original, bordel de merde. Et c'est pas du tout tiré comme ça dans tous les sens. Et du coup, je fais, ah, c'est effectivement beaucoup plus lisible en anglais. Et en fait, je sais que du coup, pour la fin, il y a un nouveau traducteur qui a été mis dessus, et ça a rendu le truc vachement plus digeste. Et c'est là que je me dis, mais les gens ne se rendent pas compte à quel point justement le choix du traducteur est tellement important, et du coup les décisions que prend le traducteur le sont tout autant. Les meilleures traductions, souvent, malheureusement, un traducteur c'est un métier de l'ombre, et donc les meilleures traductions c'est celles qu'on ne ressent pas, qu'on ne voit pas, en fait. C'est à partir du moment où tu dis qu'il y a un souci que c'est foiré. J'ai l'impression, en tout cas moi, quand je vois même les sous-titres, tu vas au cinéma ou tu regardes une série, tu lis les sous-titres, c'est encore plus dur parce qu'il faut vite trouver la phrase juste en un certain nombre de mots, et que tu le lises de manière le plus fluide, sans te casser la tête à penser à ça. Et les gens les plus forts dans ce domaine-là, c'est ceux qui arrivent à faire en sorte qu'on ne voit pas le travail derrière. Exactement. Bon, on va parler de traduction plus facile, puisque du coup, je vais vous embarquer dans un monde d'innocence. Oui, je ne pense pas qu'il y ait de messages cachés derrière, puisque du coup, je vais vous parler d'un titre qui n'est pas tout à fait un manga, puisqu'en fait, c'est un livre illustré. Il s'agit de La Goutte de Trop. Alors, j'ai pas d'illustration à vous montrer là, mais j'ai le livre.